Alors, je regarde, on reprendra peut-être ce qu'on peut proposer, c'est donc de continuer à prendre les questions, mais vraiment n'hésitez pas à les mettre dans le QR hein, qui est marqué en bas, de façon à ce qu'on puisse les ordonner tout à l'heure à la fin de prendre le temps de discuter ensemble sur ces questions. Donc, on a vu matière première, alimentation animale, on a vu là donc les résiliences des filières animales, et donc on peut proposer maintenant à Mélanie Deschazos, donc qui ferait le plaisir d'être là, donc de faire sa présentation sur, du coup, là, on se place du côté du consommateur. Voilà, et surtout, n'hésitez pas à mettre vos questions et on pourra les reprendre collectivement tout à l'heure. Donc, merci, bonjour à tous. Donc, effectivement, là, je vais me placer sous un angle un peu différent de celui qui a été abordé jusqu'à présent. Donc, moi, je suis Mélanie Deschazos, je suis chargée de recherche à l'INSERM au sein de l'équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle, qui est donc une équipe de recherche mixte entre l'INSERM, l'INRAE, le CNAM et l'Université Sorbonne Paris-Nord à Bobigny. Donc, ma présentation aujourd'hui, elle va porter, on m'a demandé en fait de faire une présentation sur le comportement des consommateurs et les impacts sur l'alimentation humaine, donc notamment du confinement lié à la pandémie de Covid-19, avec les résultats que nous avons pu obtenir à partir de la cohorte Nutrinet Santé. Donc, j'ai fait un bref rappel chronologique en fait, des différents événements qui ont pu se passer autour de la Covid-19 en France. Donc, en janvier 2020, on avait les premiers cas de Covid-19 en Europe, en tout cas officiels. Puis le 28 février, donc, on passait en stade 2 de l'épidémie, avec déjà donc, la promotion de mesures barrières, la limitation des rassemblements, des visites suspendues dans les EHPAD et des mesures ciblées dans certaines communes. Puis ensuite, on a une accélération puisque le 14 mars, on passe en stade 3 avec cette fois-ci l'interdiction des rassemblements, la fermeture des restaurants, des cafés, la suspension des rassemblements religieux, mais avec le maintien des élections municipales. Et pour finir, finalement, donc à ce stade 3, il y avait également la fermeture des écoles et des universités. Pour finir, finalement, le 17 mars 2020, avec un confinement généralisé de l'ensemble de la population en France, avec en particulier donc, la fermeture des commerces non essentiels, la limitation des déplacements et la limitation finalement de toutes les activités qui jugées non essentielles. Le 24 mars, on a en plus eu une fermeture des marchés alimentaires, sauf dérogation, et avec en particulier cette fermeture qui était maintenue dans les grandes villes. Et enfin, donc, pour finir cette première phase, on a eu le 11 mai, donc un déconfinement progressif. Donc finalement, le 17 mars, on passe en confinement généralisé de la population. Donc, comme je le disais, on a la fermeture de tous les lieux, de tous les services, tous les commerces et entreprises, sauf les plus essentiels. Seuls les employés des secteurs essentiels sont autorisés à continuer leurs activités professionnelles habituelles. Et on a des mesures de maintien de l'activité professionnelle pour les autres, avec notamment la mise en place de télétravail massif et de chômage partiel pour les professionnels pour lesquels le télétravail n'était pas possible. Une limitation des déplacements avec donc une consigne de rester chez soi et une liste limitée de motifs de déplacement autorisés à proximité du domicile, donc notamment pour les achats alimentaires, les soins médicaux et une activité physique brève à proximité. En particulier, ce qu'on peut voir sur cette liste de motifs de déplacement autorisés, c'est que finalement, les achats alimentaires et l'activité physique pour ce qui nous intéresse en nutrition, finalement, étaient des activités sur lesquelles on pouvait encore avoir un certain contrôle voilà, dans une certaine mesure, donc ce qui a pu induire derrière des comportements particuliers pendant cette période.
Donc évidemment, une attestation de déplacement, des contrôles policiers, la fermeture des crèches, des écoles, des universités, avec donc un enseignement à distance et un relais fort des parents de ce point de vue-là. Donc finalement, on a donc une rupture soudaine et sans précédent des habitudes du quotidien, des incertitudes et des inquiétudes concernant la pandémie et l'organisation au niveau professionnel et familial, à la fois pendant le confinement, mais aussi pour ce qu'il va advenir après le confinement, et très probablement une très grande variété de situations selon la position socio-économique des personnes et leur lieu de vie. Donc, quel impact au niveau nutritionnel? Donc, moi, quand je parle de nutrition, hein, on parle à la fois alimentation, mais aussi activité physique. Donc, on a un impact du confinement sur l'approvisionnement alimentaire avec, comme je le disais, la fermeture des marchés. On a un aspect de planification et de limitation des déplacements, ce qui peut avoir un impact sur l'approvisionnement, un impact sur les rythmes de vie, avec un noyau familial confiné ensemble, des repas à prévoir pour l'ensemble des membres du foyer, pour l'ensemble de la journée, la perte des repères liés au rythme scolaire et au rythme de travail, un enjeu d'accessibilité puisque certaines personnes ont vu leurs revenus se réduire de manière plus ou moins importante. Le stress, hein, comme je l'évoquais déjà, sur le stress lié à la pandémie, lié au confinement, lié aux conséquences de tout ça, et des conséquences sur l'activité physique. Donc voilà, l'interdiction des activités physiques sportives collectives, la fermeture des espaces jardins, parcs, espaces naturels, limitation des déplacements et l'arrêt des déplacements domicile-travail. Donc tout ceci a un impact évidemment prévisible sur l'alimentation, l'activité physique et le poids. Donc nous en tant qu'épidémiologistes, on avait besoin de données pour quantifier tout ça et aller au-delà finalement de ce qu'on pouvait entendre dans les médias ou en termes de tendances de consommation. Donc pour ça, on a mis en place donc, des études dans la cohorte Nutrinet Santé. Donc je vais vous présenter brièvement la cohorte. Donc c'est une étude qui a été lancée en 2009 en France sur Internet. Et donc c'est la première cohorte sur Internet de cette ampleur au niveau mondial. Et donc on a à l'heure actuelle déjà plus de 10 ans de suivi pour les personnes qui se sont inscrites en 2009. Aujourd'hui, on a donc 171 000 participants et le recrutement est toujours en cours. Donc, je vous invite fortement à participer à cette étude si vous le souhaitez. Donc, les liens sont en haut à droite. Donc, cette étude, en fait, fonctionne avec des questionnaires. Donc, on a des questionnaires au moment de l'inclusion qui sont ensuite répétés tous les ans sur les caractéristiques socio-démographiques, le mode de vie, l'activité physique, le poids, et tous les 6 mois pour ce qui va être de l'état de santé et de la prise, par exemple, de médicaments, ainsi que l'estimation des expositions alimentaires et des consommations alimentaires. Donc, on procède avec des enregistrements alimentaires de 24 heures tous les 6 mois. Donc, les enregistrements alimentaires de 24 heures, hein, les individus déclarent tous les aliments qu'ils ont consommés au cours d'une journée de 24 heures. Donc, soit au cours des 3 principaux repas, soit à n'importe quel moment de la journée. Et ensuite, on utilise ces 3 enregistrements de 24 heures répétés pour moyenner les consommations qu'on appelle ensuite, nous, consommation habituelle, consommation usuelle. Donc, la plateforme, en fait, l'organisation de cette cohorte sur Internet en fait une plateforme unique pour la recherche pluridisciplinaire et très flexible pour ajouter de nouveaux protocoles. Donc, c'est ce que nous avons fait au début du confinement, donc notamment dans le cadre d'un grand projet donc, qui s'appelle SAPRIS, qui est donc SAPRIS pour santé, pratique, relations et inégalités sociales en population générale pendant la crise Covid-19, qui est donc une initiative coordonnée de recherche qui a mis à contribution les grandes cohortes françaises, donc, dont fait partie Nutrinet Santé, pour évaluer différents aspects différents aspects liés à la pandémie de Covid-19, donc notamment tout ce qui va être lié à la symptomatologie, à la santé mentale, aux addictions, à la situation économique, etc. Donc, tout ce genre toutes ces thématiques sont abordées dans le cadre de ce projet. Et nous, dans Nutrinet, on a spécifiquement, puisque c'est notre métier, on a posé spécifiquement des questionnaires donc, en avril 2020 qui portaient
sur l'alimentation et l'activité physique, avec un questionnaire général portant sur donc les modifications perçues des comportements alimentaires, de l'activité physique, de la sédentarité, des modalités d'approvisionnement. Et nous avons également posé les questionnaires qu'on a l'habitude de poser dans la cohorte, à savoir un questionnaire sur l'activité physique et des enregistrements alimentaires de 24 heures, donc au cours de la période de confinement. Également des questions sur le poids à ce niveau-là, et un questionnaire donc de suivi en mai 2020 avec des questions portant notamment, encore une fois, sur le poids. Donc, notre étude, au final, elle a porté sur un peu plus de 37 000 participants qui vivaient en France métropolitaine et qui ont répondu donc, au questionnaire pendant le confinement. Donc, ici, je vais pas m'apesantir trop sur les détails de ce tableau, mais en fait, on avait donc des informations sur des changements perçus sur l'alimentation et l'activité physique, donc qui étaient disponibles pour 37 000 personnes, et ensuite des changements donc mesurés avec des estimations quantitatives pour un nombre plus ou moins important de personnes qui ont complété et le questionnaire général et les enregistrements alimentaires de 24 heures, etc. Donc, on se retrouve avec des échantillons plus ou moins importants en fonction des analyses considérées. Les analyses, en fait, ont toutes été redressées statistiquement. Donc pour limiter les différences de distribution de sexe, d'âge, de région et de CSP entre notre échantillon d'études et d'une part la cohorte Nutrinet dans son ensemble et d'autre part la population française. Donc ça permet de pondérer les résultats qu'on a et de s'approcher un peu plus d'une représentativité au niveau de la population. Donc pour ce qui est des résultats, donc déjà une première perception globale de la modification des habitudes alimentaires. Donc on a posé la question tout simplement aux participants et finalement plus de la moitié des participants nous ont dit avoir modifié leurs habitudes alimentaires depuis le début du confinement, que ce soit donc au niveau de la qualité, de la quantité, de la nature des produits, du rythme des repas, etc. Par rapport à la situation avant confinement, la majorité des participants pensaient que leur alimentation n'était ni meilleure ni moins bonne. Donc voilà, il y a un impact sur les habitudes alimentaires, mais ça ne va pas forcément dans un sens plus que dans l'autre. Quand on regarde finalement chez les personnes qui nous ont déclaré avoir modifié leurs habitudes alimentaires, si on regarde les raisons qui les ont poussées à modifier ces habitudes alimentaires, on voit qu'on a des raisons qu'on peut classer comme étant liées au changement de mode de vie. Donc, clairement, on a quasiment 50% des personnes qui nous disent, voilà, mes habitudes de vie ont changé. Donc, ça a un impact sur mes habitudes alimentaires, donc en particulier des repas en famille, il n'y a plus de repas sur le lieu de travail, etc. 40% nous ont déclaré passer plus de temps à cuisiner des plats maison. 20% nous déclaraient qu'ils ne mangeaient plus au restaurant. Et donc, on a 10% qui nous déclarent avoir du mal à conserver des rythmes de repas réguliers. Des raisons liées également à l'approvisionnement. Donc, on a un quart des personnes qui nous disent qu'ils sortent moins, donc ils achètent moins de produits frais. Donc, ça a clairement un impact sur les consommations. Encore une fois, à peu près un quart des personnes qui nous disent qu'ils ne peuvent plus aller facilement faire leurs courses aux endroits habituels, donc des changements d'approvisionnement. 14% qui nous déclarent ne plus trouver les aliments qu'ils avaient l'habitude d'acheter dans les magasins habituels. Et on a ici 12% des personnes qui déclarent que d'habitude, ils mangent des aliments bio, mais que l'approvisionnement était devenu plus difficile pendant le confinement. Par rapport à ce qu'on a pu voir un peu dans les médias, c'est finalement, on a cette crainte un peu de la pénurie alimentaire qu'il y a eu un petit peu au début du confinement, enfin, je veux dire, pas du tout étayé par les aspects d'approvisionnement, mais on va dire qu'on a bien vu toutes ces images de personnes qui ont vidé, enfin, de rayons vides, etc. Et donc, finalement, nous, dans notre échantillon, on n'avait que 4% des personnes qui nous déclaraient avoir volontairement réduit la consommation de certains aliments car ils avaient peur d'en manquer ou pour conserver le stock. Donc, quelque chose assez minime dans la population. Et pareil pour la livraison de repas à domicile, assez marginale.
On avait des modifications liées à des changements volontaires, donc en particulier donc, des personnes qui déclarent réduire leur consommation de certains aliments pour ne pas prendre de poids, manger moins parce qu'ils compensent leur baisse d'activité physique, et 14% qui nous déclarent que la période de confinement était l'occasion de rééquilibrer l'alimentation. On a quand même également 4% ici qui nous déclarent que la situation impacte leurs revenus, et donc les achats alimentaires sont une variable d'ajustement ici pour économiser. Enfin, on va avoir des comportements liés aux émotions. Donc, par exemple, on va avoir des personnes qui nous déclarent manger davantage parce qu'ils s'ennuient plus que d'habitude, ou manger davantage car les personnes sont plus anxieuses. Donc tout ça, ça se traduit en fait par enfin, en termes de grignotage, un peu ce qui était attendu, c'est qu'on va avoir finalement, on a à peu près 6% des participants qui vont grignoter au moins 3 fois par jour, tous les jours. Donc, voilà, un comportement de grignotage assez important. Mais si on somme en fait ici, on va avoir quasiment 30% des personnes qui finalement déclarent grignoter au moins une fois par jour. Donc, un comportement de grignotage assez important. Par rapport à la situation avant confinement, on a 20% des personnes qui nous déclarent grignoter davantage, et chez ces personnes-là, on a vraiment un comportement de grignotage très conséquent, puisqu'on va en avoir 20% qui déclarent grignoter au moins 3 fois par jour. Donc voilà pour ce qu'on peut dire pour le grignotage. Pour l'activité physique et l'apport énergétique, finalement, nous, on a vu des situations, donc vis-à-vis du poids, des variations de poids, on a vu des situations assez contrastées, avec finalement une perte de poids pour à peu près un quart des participants, donc avec moins 2 kilos en moyenne entre le début du confinement et le mois de mai, et une prise de poids pour 35% des participants avec un peu moins de 2 kilos de prise de poids. En termes d'activité physique, on a donc plus de la moitié des personnes qui nous déclarent avoir diminué leur activité physique. Et ça a été donc validé par les mesures quantitatives qu'on a fait. Donc voilà, avec une diminution assez importante, on a quand même des personnes qui nous déclarent avoir augmenté. Et en parallèle, on va avoir une augmentation forte des comportements de sédentarité, donc le fait de rester assis pendant de longues heures. En termes d'apport énergétique, là encore, comme pour le poids, on va avoir une situation un peu contrastée avec à la fois une augmentation, mais aussi une diminution des apports énergétiques. En termes de consommation alimentaire, donc pour les modifications perçues, donc ici sur ce graphique, vous voyez, donc la question qui était posée, c'était par rapport à ce groupe d'aliments, est-ce que vous avez avez-vous diminué la consommation, augmenté la consommation, pas modifié cette consommation, ou alors vous n'en consommez pas. Donc ici sur ce graphique, j'ai représenté en fait le pourcentage de personnes qui déclarent avoir augmenté ou diminué ce groupe alimentaire en particulier. Et donc là, ce qu'on peut observer sur ce graphique, c'est notamment une diminution. Ici, vous allez avoir une diminution assez, voilà, pour une partie importante de la population concernant les fruits frais, même si on a voilà, également des personnes qui vont avoir augmenté dans le même temps. Une diminution des légumes frais. Et ce qui est intéressant, c'est que on a aussi des personnes qui déclarent une augmentation, mais on a une augmentation des légumes en conserve ou des légumes surgelés. Donc finalement, un passage à des produits de plus longue conservation. Également, on a pu voir une augmentation de consommation pour la pomme de terre ici. Donc, encore une fois, cet aspect conservation longue, de même que pour les légumes secs. Donc ici, on va avoir plutôt une augmentation de ce type de produit. Une forte diminution pour le poisson ou les produits de la mer frais, qui n'est pas compensé. On peut voir que ce n'est pas compensé par les produits aux poissons, les produits de la mer qui seraient en conserve ou surgelés, puisqu'on a de faibles augmentations de ce type de produits, en particulier par rapport à la diminution du frais. Quand on regarde pour, par exemple, la viande rouge, pareil, on va avoir une forte diminution pour la viande rouge fraîche.
encore une fois. Des diminutions aussi sur la charcuterie ou sur la volaille, donc finalement des produits, une diminution globale sur les produits frais, alors qu'on a plutôt une tendance à l'augmentation sur les produits de conservation. Une diminution sur les produits de type sandwich, pizza, tarte salée, etc., qui sont plutôt liés à notamment à de la restauration, par exemple, hors domicile, ou à des repas pris sur le pouce ou sur le lieu de travail. Une augmentation de la consommation de fromage et en lien avec le grignotage que je vous présentais tout à l'heure, une augmentation pour la consommation de confiserie, gâteaux, biscuits, chocolat, etc. Donc là, vraiment, c'est complètement lié à un comportement de type grignotage. Ce qu'on a fait ensuite, donc là, c'était des diminutions finalement perçues, hein. On a, nous, comparé les enregistrements alimentaires de 24 heures qu'on avait à disposition pour le mois d'avril depuis 2017. Donc, on a donc pris tous les enregistrements alimentaires de 24 heures qu'on avait sur le mois d'avril 2017, 2018, 2019 et 2020 pour essayer de s'affranchir des variations saisonnières. Et ce qu'on a pu observer, c'est que finalement, on a une relative stabilité, par exemple, pour l'apport énergétique sur ces 3 années, mais on a une sorte de rupture finalement en 2020 avec une diminution de l'apport énergétique. À l'inverse, on a plutôt une stabilité pour ce qui va être donc le score AHEI, qui est un score de qualité de l'alimentation. Pareil pour la consommation d'aliments de type ultra transformé. En fait, on n'a pas de rupture en 2020. Pour ce qui est des apports en fibres ou des apports en légumes ou en fruits, on a des sortes de variations, mais qui ne sont pas significatives. Plutôt une tendance à l'augmentation ici, mais voilà, qui n'est pas significative. Ensuite, si on regarde donc là pour la consommation de glucides, on va avoir pareil une relative stabilité et une diminution donc en avril 2020. Les lipides relativement stables. Pour les protéines, on a cette diminution, on a une tendance à la diminution depuis 2017 et une forte rupture donc ici qu'on peut observer en 2020. Et quand on regarde si, en fonction de l'origine des protéines, donc plutôt des protéines d'origine végétale ou animale, on peut voir que cette rupture est plutôt liée aux protéines d'origine animale par rapport aux protéines d'origine végétale. Donc plutôt une tendance à la diminution des produits d'origine animale, en particulier donc en avril 2020. Ce qui est confirmé quand on... quelque sorte confirmé quand on regarde donc par exemple la consommation de poissons. On voit qu'on a pareil une tendance à la diminution, mais une sorte de rupture en 2020. Et donc ça reflète aussi donc la vitamine B12 ici, qui reflète cette diminution des produits animaux. Un point ici d'attention, c'est que le profil des participants qui ont complété les enregistrements alimentaires de 24 heures pendant le confinement était légèrement différent par rapport à l'échantillon d'études au global, donc plutôt plus âgés, plutôt des hommes, plutôt de poids normal avec des revenus plus élevés et sans activité professionnelle avant le confinement, donc soit retraités ou au chômage ou au foyer. Ce qui, on le verra tout à l'heure, en fait, est un profil qui avait une relative stabilité de comportement pendant le confinement. En termes d'approvisionnement, donc on a posé la question de savoir si les personnes étaient stressées à l'idée de manquer de certains aliments pendant le confinement, et la réponse était plutôt non, mais on a quand même on a quand même un quart de la population qui était stressée de manière assez modérée, mais voilà, à l'idée de manquer de certains aliments, alors même que partout on pouvait entendre qu'il n'y avait pas de pénurie alimentaire et que par ailleurs les magasins étaient restés complètement ouverts. Est-ce que vous avez stocké des produits alimentaires chez vous plus que d'habitude pour faire face au confinement? Donc, on a plus de la moitié qui nous répondait oui, mais plutôt lié à une réduction de la fréquence des achats plutôt que de la crainte d'une pénurie. Quand on regarde les lieux d'approvisionnement qui étaient utilisés par les personnes, donc déjà, en fait, on avait en moyenne un peu moins entre 3 et 4 lieux d'approvisionnement différents qui étaient déclarés par les participants pendant le confinement. Et c'était finalement un de moins en moyenne par rapport à ce qui était déclaré donc, habituellement. Donc, quand on voit, on peut regarder ici les différents modes d'approvisionnement. Donc, pardon, il y a une petite superposition ici. Donc, à chaque fois, on a demandé aux personnes s'ils utilisaient ce mode d'approvisionnement habituellement et s'ils l'utilisaient pendant le confinement.
Et on peut voir qu'on a globalement une diminution pour les lieux d'approvisionnement de type, donc notamment le supermarché, l'hypermarché. Vous avez des fortes diminutions pour ces deux-là. Une diminution aussi de la boulangerie, par exemple, et des autres commerces de proximité de type boucher, poissonnier, primeur. Une très forte diminution des marchés, qui est notamment liée au fait que beaucoup de marchés ont fermé pendant cette période, mais donc le marché d'habitude est quand même une source d'approvisionnement assez importante dans notre cohorte. À l'inverse, il y a une relative stabilité finalement du recours à l'épicerie ou de proximité finalement, de même que pour les magasins bio. Euh, et, euh, et pareil, on avait notamment pour les paniers producteurs de type AMAP, plutôt une tendance à l'augmentation, ou en tout cas une stabilité de ce point de vue-là, alors que le recours à d'autres lieux d'approvisionnement était plus impacté. On a cherché à savoir, enfin, si les profils de modification nutritionnelle finalement, si les modifications nutritionnelles qu'on observait avaient tendance à être observées chez les mêmes personnes. Donc, on a fait une analyse donc de correspondance multiple pour étudier les profils de modification nutritionnelle et ensuite une procédure de classification pour obtenir des clusters. On a ensuite étudié les caractéristiques qui étaient liées à chacun des clusters. Donc, je passe assez rapidement là-dessus. Ce qu'on a pu observer, c'est que finalement, on avait trois groupes qui pouvaient être définis. Un groupe finalement qui était caractérisé par une certaine stabilité des comportements déclarés, donc qui ne déclarait pas particulièrement de modification de pratiques alimentaires, d'activité physique ou de sédentarité. Donc, ça représentait finalement la majorité de notre enfin la majorité. Oui, c'était le plus gros groupe qui était ici. Un deuxième groupe qu'on a caractérisé, qui était plutôt caractérisé par des détériorations au niveau nutritionnel, avec une augmentation du poids, une diminution de l'activité physique, moins d'achat de produits frais, du grignotage, finalement d'utiliser la nourriture comme réponse à l'ennui ou à l'anxiété, une augmentation de la consommation de biscuits, de gâteaux, de sucreries, de chocolat, etc. Des difficultés d'approvisionnement et également dans ce groupe, plus de temps passé à cuisiner. Et enfin, un dernier groupe qu'on a qualifié plutôt d'amélioration, donc pour un cinquième de la population, avec plutôt une diminution de consommation de biscuits, de sucreries, de sandwichs, etc., d'alcool, plutôt une augmentation des produits frais et un certain contrôle finalement des aliments pour équilibrer l'alimentation ou pour maîtriser le poids, et également dans ce groupe, plus de temps passé à cuisiner. Quand on regarde les caractéristiques associées à chaque groupe, on peut voir que le groupe de stabilité, c'était plutôt des personnes qui étaient plus âgées, plutôt des hommes, plutôt des personnes qui ne vivaient pas dans des grandes villes, et donc plutôt des personnes qui allaient vivre notamment dans des zones rurales, mais aussi dans des plus petites villes. On avait plutôt des personnes soit sans activité professionnelle avant le confinement, donc comme je le disais, retraitées, au chômage ou au foyer, soit des personnes qui continuaient à travailler en dehors du domicile. Qu'est-ce qu'on peut dire encore en termes de profil? C'était plutôt des personnes qui présentaient moins de symptômes de type anxiété ou de type symptômes dépressifs. Et des personnes qui avaient plutôt une meilleure qualité d'alimentation avant le confinement, et des personnes qui consommaient plutôt moins de produits ultra transformés, donc des produits type junk food, tout prêt avant le confinement. Pour le groupe qui montrait plutôt des détériorations, on observe que c'est plutôt des personnes donc plus jeunes, plutôt des femmes, plutôt des personnes plus éduquées, des personnes avec un niveau de revenu moins élevé, des personnes qui étaient en télétravail et en particulier avec des enfants présents au domicile, plutôt des personnes qui présentaient des symptômes un peu anxieux ou dépressifs, et plutôt des personnes qui avaient l'habitude de consommer des produits ultra transformés avant le confinement. Enfin, le dernier groupe donc de changements plutôt favorables, c'était plutôt là des personnes, encore une fois, plutôt plus jeunes, des personnes plus éduquées, des personnes qui avaient des plus hauts revenus, des personnes qui étaient aussi soit au télétravail, soit en chômage partiel, mais plutôt sans enfants au domicile,
donc ce qui évite peut-être la surcharge qui a pu être observée pour le deuxième groupe, et des personnes qui présentaient des symptômes anxieux, mais plutôt pas de symptômes de type dépressif. Et enfin, c'était des personnes qui n'avaient pas forcément une très bonne alimentation, qui avaient plutôt une moins bonne alimentation avant le confinement, et donc qui avaient plus de marge de progrès de ce point de vue-là. Donc finalement, pour conclure, donc l'outil, en tout cas Nutrinet Santé, a permis de collecter rapidement un grand nombre d'informations pour un échantillon important, et on est encore en train de traiter tout ce qui a été collecté. On n'a vraiment pas fini d'exploiter tout ce qu'on a pu collecter comme information pendant le confinement. Ce qu'on a pu voir, c'est que finalement, on a des effets contrastés dans la population avec des détériorations qui étaient attendues, mais on a aussi observé des améliorations ou encore finalement une certaine stabilité des comportements nutritionnels. Donc, c'est cohérent avec des observations qui ont été faites dans d'autres pays. Attention au profil de la cohorte, puisque ce sont des personnes plutôt plus éduquées, plutôt avec une CSP plus élevée et avec un intérêt évidemment pour la nutrition et la santé. Donc, il est fortement possible qu'on sous-estime des comportements défavorables. Donc, ça pose encore plus de questions pour le reste de la population. Même si, encore une fois, on a essayé de pondérer nos analyses pour essayer on a redressé nos analyses pour s'approcher d'un échantillon un peu plus représentatif. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de comprendre finalement les leviers, notamment d'amélioration des comportements nutritionnels, pour essayer de les étendre à la population. On a observé donc des fortes inégalités hommes et femmes et liées aux différences de situation professionnelle, de revenus, de composition du foyer et de lieu d'habitation. Donc ça vraiment, encore une fois, le confinement n'a pas touché les personnes de la même manière et continue, cette pandémie continue de toucher les personnes de manière très différente en fonction des situations. Et donc, en perspective, en fait, nous, on est en train d'étudier donc le lien entre la nutrition et le risque de développer la Covid-19. Et à terme, on va aussi, l'année prochaine, dès que ce sera possible, on va pouvoir comparer finalement les comportements alimentaires et nutritionnels entre 2020 et 2021 pour voir, et les années évidemment antérieures, pour voir s'il y a eu des évolutions, si on a eu un retour finalement à la situation pré-Covid, si on a une situation qui a évolué de manière durable. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie pour votre attention, et donc les résultats en tout cas de cette étude vont être bientôt publiés dans l'American Journal of Clinical Nutrition si vous voulez plus de détails.